Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons à nouveau François Asselineau, président de l'UPR. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être à nouveau venu nous livrer votre analyse sans concession de la situation politique nationale et puis internationale, on y viendra. Les législatives dont le premier tour se tenait dimanche dernier ont été marquées par une abstention sans précédent, historique, sous la Ve République, un record. Quel diagnostic posez-vous sur cette abstention massive, plus de 50%? Oui, 52,5 semble-t-il d'après les derniers décomptes. Je pense que c'est un record historique, même au-delà de la Ve République. Je pense que dans l'histoire, depuis qu'il y a le suffrage universel, je ne pense pas qu'on ait vu ça au moment de l'élection de députés. Je me trompe peut-être, mais enfin bon, c'est énorme. C'est le premier enseignement à retenir. Alors les Français n'y portent pas finalement autant d'intérêt qu'ils le devraient, parce que je pense que c'est beaucoup plus important que les résultats. Et pourquoi ça? Parce que si vous y réfléchissez bien, il faut avoir à l'esprit les grandes masses. Il y a en France 68 millions d'habitants d'après les dernières estimations. Il y a eu 22 millions de suffrages exprimés. Ça veut dire que... Même pas. 30%. Ça veut dire que si vous ajoutez si vous vous promenez en France, vous avez à peu près 6 à 7 personnes sur 10 que vous rencontrez dans la rue qui ne sont pas allées voter. C'est énorme. Et si vous faites le même compte... Il y a les moins de 18 ans qui ne sont pas électeurs. Oui, mais les 15, 16, 17 ans, ils peuvent aller dans des manifs, hein. De même que les immigrés qui n'ont pas le droit de vote, ils peuvent aussi aller dans les manifs. Donc, du point de vue de la stabilité d'un régime, c'est très impressionnant. Si maintenant on prend les personnes qui sont allées voter pour Macron, donc pour Ensemble, il y en a eu à peu près 5 800 000. Et à peu près 5 800 000 également, c'est à quelques milliers près, c'est le même nombre, pour la NUP. Bon. 5 800 000 sur 68 millions de Français ou d'habitants en France, ça fait 8,9%. Alors même si on écarte les enfants, les bébés, etc., ça veut dire quelque chose qui est très important. C'est que quand vous êtes dans une foule, vous pouvez vous dire dans le métro qu'en fait, il y a une personne sur 10 qui a voté pour Macron, enfin pour Ensemble, et une personne sur 10 qui a voté pour Mélenchon. Donc c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est de voir que il y a une espèce de... Il y a 70, les 2 tiers de la population française qui se sont mentalement retirés des institutions françaises. Et donc le problème, c'est pourquoi. Moi, je vois des gens qui déplorent du bout des lèvres, d'ailleurs. Madame Borne, elle a dit, comme d'habitude, il faut absolument répondre aux demandes des Français, aux soucis des Français pour les faire revenir vers les yeux. En règle générale, il y a toujours un malin qui dit il faut rendre le vote obligatoire. Mais si les Français ne vont pas voter, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont le sentiment que ça ne sert plus à rien. Et j'ai l'avantage sur vous d'être plus âgé. Je me rappelle quand j'étais étudiant, en 1978, lorsqu'il y a eu les élections législatives sous Giscard, il y avait une très forte opposition de la gauche derrière François Mitterrand et son programme commun, avec Georges Marchais et Maurice Faure pour le Parti radical de gauche, Georges Marchais pour le Parti communiste français. Et à l'époque, il y avait vraiment le sentiment que peut-être la gauche allait arriver au pouvoir. Elle est d'ailleurs arrivée en mai 81. Eh bien, en 1978, il y avait le taux d'abstention était de l'ordre de 18%, c'est-à-dire quasiment le minimum. Bon, on ne peut pas descendre en dessous de 15%. Il y a toujours un taux d'abstention minimum que l'on observe en Belgique où le vote est obligatoire. 15% parce qu'il y a des personnes âgées qui oublient ou qui sont malades. Il y a des personnes en voyage. Il y a des personnes qui refusent d'aller voter, etc. Donc vous pouvez jamais descendre en dessous de 15%. On est donc passé d'une société dans les années 70, 80. En 80, il y a eu 17% d'abstention, 18% au deuxième tour. Donc une société très politisée, du moins qui votait beaucoup, c'est pas exactement pareil, à maintenant une société où les gens ne vont plus voter. Et donc la question c'est pourquoi. Alors moi j'ai montré, je renvoie ici les auditeurs s'ils veulent avoir plus de précision, j'ai fait un tweet assez long, un thread sur Twitter, que en fait on observe la montée continuelle de l'abstention à partir de 1993. Or, 1993, c'est quoi? C'est 92, c'est Maastricht. C'est-à-dire qu'à partir du traité de Maastricht, on adopte l'euro. Alors là, l'euro sera mis en œuvre concrètement 10 ans après. En 99 sous forme interbancaire et en 2002 sous la forme de la monnaie fiduciaire. Mais
pendant toutes les années 90, jusque donc en 99 et 2002, il va y avoir la politique du franc fort. On va s'arrimer au Deutschmark et on va avoir une politique qui est de suivre obligatoirement tout ce que nous dit et tout ce que décide l'Allemagne. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'on commence à voir apparaître un divorce entre le peuple français et ses élites. Et ça ne fait que croître et embellir, puisque en réalité les Français ont compris que quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, ils ont en fait la même politique. Ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Plus exactement, ils pensent que c'est à cause des traîtres. Là, en ce moment, il y en a un certain nombre de gens de gauche qui mettent leur espoir dans Mélenchon. D'autres mettent leur espoir dans Madame Le Pen. Moi, ce que je dis, c'est que si Madame Le Pen ou si M. Mélenchon arrivaient au pouvoir, dans la mesure où ils restent dans l'Union européenne, au bout de 6 mois, ça serait la dégringolade générale, exactement comme Tsipras en Grèce. Tsipras, qui avait promis monts et merveilles, il est resté dans l'Union européenne, il a fait la politique de l'Union européenne. Donc la conclusion de ça, c'est que tant que nous restons dans l'Union européenne et dans l'euro, qui nous ont volé en fait le sens même des élections, puisque les programmes sont déjà décidés. Vous l'avez mis dans une vidéo la semaine dernière. Oui, la Commission vient de fixer le programme, la politique de la France. Oui, la Commission européenne, elle fixe chaque année ce qu'on appelait jadis, ce qu'on appelle dans les traités les grandes orientations des politiques économiques pour chaque pays. Maintenant, ça s'appelle plutôt le programme national de réforme. C'est fait de façon d'ailleurs, comment dirais-je, un petit peu dialectique entre les gouvernements de chaque État et la Commission, qui dit bon voilà, qu'est-ce que vous allez faire comme réforme pour arriver à avoir moins de 3% de déficit budgétaire, etc. Donc les États proposent à la Commission et la Commission choisit et fixe un programme. Donc on sait d'ores et déjà, par exemple, la réforme de la retraite, c'est pas Macron, c'est imposé depuis plusieurs années. Et donc il va y avoir une réforme des retraites. Et moi, d'une certaine façon, j'aimerais bien que Madame Le Pen ou que M. Mélenchon arrivent au pouvoir, parce qu'ils seraient confrontés, comme Tsipras l'a été en Grèce, au grand jour de vérité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent en œuvre leur programme ou est-ce qu'ils sont obligés de tenir compte des injonctions de la Commission européenne? Et là, je suis malheureusement persuadé qu'ils suivraient la Commission européenne, puisqu'ils ne se seraient pas fait élire sur la seule possibilité de redonner du sens à la politique française, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors vous savez que c'est mon leitmotiv, je dis ça depuis 15 ans. Je suis obligé de constater que tous les événements me donnent raison et que nous avons continuellement une augmentation de l'abstention. Alors pour terminer sur ce sujet, il y a des gens qui vont se dire « Bon, finalement, est-ce que c'est si grave ?» Oui, c'est grave. C'est grave parce que lorsque vous avez dans une foule que vous vous dites qu'il y a une seule personne sur 10 qui soutient le président de la République, vous apercevez que c'est un pouvoir qui peut à tout instant s'effondrer. Si, ce qui n'est pas le cas, mais si il y avait des troubles sociaux énormes, ce qui peut arriver, qui soutiendrait Macron ? Donc on est dans une société qui n'est pas une démocratie, qui n'est pas une république. Ça n'est pas vrai, parce que le principe même de la république et de la démocratie, c'est que les gens votent en fonction de ce que l'on dirait, par exemple pour les vaccins, du consentement éclairé. Et ça, c'est aussi un scandale de ces élections qui viennent d'avoir lieu, c'est qu'il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas eu de campagne pour la présidentielle, il n'y a pas de campagne pour les législatives. On ne sait pas quel a été le programme de M. Macron. Il s'est fait élire dans une espèce de flou artistique délibéré, et il y a donc toute une série de sujets absolument fondamentaux qui sont laissés de côté. On voit d'ailleurs au même moment qu'il y a les élections législatives en France, je vois que M. Clément Beaune, qui est en situation difficile d'ailleurs à Paris, a dit hier qu'il fallait que la France, effectivement, donne un signal positif à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Bon, c'est une opinion. Je ne la partage pas. Mais c'est le moment d'en parler devant les Français. Parce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ça entraînerait des conséquences que je considère cataclysmiques. Ça veut dire des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros pendant des années aux frais de la princesse étant l'Allemagne et la France, et les Pays-Bas qui sont les premiers pays contributeurs nets. Ça veut dire aussi entrer en choc frontal avec la Russie. Est-ce que ça veut dire que les Français qui voient déjà que les budgets de tous leurs ministères sont taillés en pièces, il suffit de regarder l'état lamentable des écoles, des commissariats de police, des hôpitaux et de l'armée même,
Est-ce qu'ils sont Il y a eu un effort pour l'armée, comme il y en a eu un pour la justice, oui, il y a eu etc. un petit effort pour l'armée, mais aux dernières nouvelles, je l'ai pas inventé, mais il y a eu il paraît qu'on a 4 jours de munitions. D'ailleurs, je vois que M. Macron est allé s'exprimer là devant à Satori. Il a dit au salon de l'armement. Voilà. Et il a dit cette chose extraordinaire, c'est qu'il fallait revisiter, comme il dit, refonder, revoir, revisiter, réinterpréter, remettre, relancer, enfin, tout son jargon. Le plan, la programmation militaire, qui était de 2019 à 2027, je crois, 2026, c'est-à-dire sur 7 ans. Ou 2025. Ça veut dire que nous sommes même pas à mi-chemin d'une programmation militaire qui a normalement été conçue par des militaires, beaucoup de polytechniciens, par des chefs par des dirigeants politiques, et ils ont fait une programmation militaire. Normalement, le principe même de la programmation militaire, c'est d'anticiper ce dont on va avoir besoin, donc d'anticiper les conflits. Lorsque M. Macron dit qu'il faut remettre tout à zéro et repartir sur une nouvelle base, ça veut dire qu'ils n'avaient pas anticipé ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que nous avons des gens qui sont, c'est quoi, c'est Gamelin, ce sont des gens qui sont comme en 1940, ils ne passeront pas parce qu'on avait la ligne Maginot. Ben non. Donc ça veut dire que l'anticipation a été très mauvaise, de la même façon que l'anticipation a été très mauvaise sur les besoins en matière d'hôpitaux ou sur les besoins en matière de routes. C'est un sujet dont on ne parle que lorsqu'il y a un drame, mais un jour va venir où il y aura un pont ou un tunnel qui va s'effondrer, il y aura des morts, et on dira mais comment se fait-il que l'État n'ait pas fait de prévision? C'est que on réduit les budgets dans tous les domaines à la demande de la Commission européenne, et on nous explique, plus exactement, on ne nous l'explique pas, on nous dit qu'il faut absolument soutenir l'Ukraine, bec et ongle. Il n'y a pas de débat. Je vois que même Mélenchon, Madame Le Pen sont tétanisés à parler de ce sujet. Les grands débats les plus fondamentaux sont évacués. J'aurais pu parler aussi, mais on va peut-être en parler après, de la situation de l'euro qui se tend à toute allure et qui va devenir un des très gros problèmes de la France dans les mois et les semestres qui viennent. Pour revenir aux élections législatives, vous avez un gaulliste comme vous devrait quand même trouver qu'il y a une certaine logique des institutions à ce que le président de la République nouvellement élu dispose d'une majorité. Alors vous allez me dire, vous l'avez dit, le cadre européen fausse ces règles du jeu, les évolutions de la Constitution, en particulier le quinquennat, ont déséquilibré aussi toute la logique même de nos institutions. Mais quand vous appelez à faire battre Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne lors du second tour dimanche, est-ce que vous jouez pas un jeu contraire à la philosophie de la Ve République ? Non, parce que lorsque la Constitution avait été créée, il n'était pas mis nulle part que les élections législatives se tiendraient dans la foulée de la présidentielle. D'ailleurs, aujourd'hui même, dans la Constitution, le président a conservé le droit de dissolution. Et donc, si des événements très graves se déroulaient dans 2 ans en France, Macron pourrait dissoudre l'Assemblée nationale sans que ce soit concomitant avec son mandat. Donc, je ne pense pas. La Constitution avait prévu d'emblée l'hypothèse d'une cohabitation. Oui, mais dans son esprit. Alors, dans son esprit, oui, mais dans l'esprit, si vous voulez, il y a l'esprit. Je suis d'accord avec l'esprit. L'esprit, c'est que, mais dans l'esprit, normalement, le président de la République, c'est quelqu'un qui est honnête intellectuellement. C'est quelqu'un qui met les Français devant les choix. C'est quelqu'un qui défend les intérêts des Français. Est-ce que Macron défend l'intérêt des Français sur la Russie? Non. On est sommé par les États-Unis d'Amérique et par un certain nombre de forces oligarchiques de se ranger derrière l'Ukraine. C'est pas l'Ukraine d'ailleurs, c'est l'attaque de l'OTAN contre la Russie. On est en train de bousiller les économies européennes. On est en train de bousiller le niveau de vie des Français. On va avoir une augmentation phénoménale de l'énergie, etc. Et tout ça pourquoi? Pour une guerre qui de toute façon ne sera pas gagnée, puisque les Russes, pour eux, c'est absolument vital de gagner cette guerre, et d'ailleurs, ils en ont les moyens. Donc, Monsieur Macron ne joue pas l'intérêt de la France et des Français. Quand on avait De Gaulle au pouvoir, les Français pouvaient dormir sur leurs 2 oreilles. Ils savaient qu'on serait défendu en tant que France, en tant qu'intérêts nationaux. Là, les Français ont compris, du moins une grande majorité, que M. Macron se fichait perdument de l'intérêt national. Là, je vois qu'il se rend en Russie, là, en disant
en Roumanie et en Moldavie. Il vient de partir, il a fait une déclaration à Orly en disant l'intérêt supérieur de la nation, c'est de voter pour moi, quoi, et d'être républicain. Pas une voix ne doit manquer à la République. Voilà. C'est d'une arrogance inouïe. Il s'approprie la République, ce monsieur. Enfin, c'est très très grave. On a l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, si vous ne votez pas pour En Marche, ou bien pour un parti satellite dont on devine qu'ils vont apporter leur voix à En Marche, comme je pense aux Républicains, ou à l'UDI, ou au PS, enfin ce qui reste du PS hollandisé, c'est-à-dire ou Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire les PS anti-nuls, si vous ne votez pas pour ça, vous seriez un paria. C'est-à-dire que la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, seraient non républicains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment des propos de dictateurs. Hein. Et donc, il dit l'intérêt supérieur de la nation, c'est de voter pour moi. Et il dit ça en allant en Roumanie pour aller visiter des troupes françaises qui sont en posture agressive face à la Russie. Qu'est-ce qu'on dirait pas s'il y avait des armées russes qui étaient en Espagne, à 50 km de la frontière française. Donc l'intérêt supérieur de la nation, à mon sens, eût été de ne pas faire ce voyage, mais au contraire d'annoncer que la France arrête de livrer des armes à l'Ukraine, lesquelles armes d'ailleurs sont revendues pour une partie d'entre elles sur l'Internet noir, sur le dark web, et donc vont terminer dans les mains de terroristes, et puis également l'argent qui est versé, je ne suis pas le seul à le dire, le Wall Street Journal l'a dit hier, des officiers américains sont très inquiets des détournements de fonds colossaux qu'il y a en Ukraine, qui est un pays de toutes les corruptions. Donc l'intérêt supérieur de la nation, ce serait d'avoir le courage de dire non. Et M. Macron, ce qui est intolérable, une des choses intolérables avec ce personnage, c'est qu'il prend des pauses. Il est toujours dans la communication, dans la pause. Il prend la posture d'une espèce de nouveau De Gaulle, de nouveau Napoléon, mais c'est rien du tout. C'est quelqu'un qui est à la remorque de ses commanditaires qui sont les États-Unis d'Amérique et les euro-atlantistes. C'est zéro, voilà. C'est d'ailleurs l'objet de votre dernière vidéo qui expliquait à quel point le droit international était en réalité un non-droit sous la coupe des États-Unis. À travers de multiples exemples récents, vous montriez à quel point les États-Unis, qu'on présente parfois comme le gendarme du monde, sont en fait plutôt le cow-boy, ou en tout cas ne s'appliquent pas les mêmes règles, et que c'est le droit de poids de mesure. Pour vous, dans cette affaire, Emmanuel Macron, qui, vous l'avez souligné, vous l'avez même dit avant la presse mainstream, a réussi à se mettre à dos à la fois Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Pour lui, son activisme un peu erratique s'explique par une soumission idéologique, en tout cas aux États-Unis. Alors Macron, il y a tout un exposé psychologique dont je n'ai pas forcément les compétences sur Macron, mais il a, parmi les immenses défauts qu'il a le fait qu'il se croit plus malin que tout le monde, il prend les gens pour des imbéciles. Lorsqu'il va par exemple en Roumanie pour montrer les muscles face à la Russie, il est grotesque, parce que les Russes, ils ont des services de renseignement, ils ont une ambassade en France qui épluche ce qui se passe en France, ils savent qu'en France, nous avons des armées qui ont 4 jours de munitions. Bon, ils savent que comment dirais-je, les canons César là qu'on a envoyés, on en a envoyé 6. Il paraît qu'il y en a déjà un qui a été détourné, un autre au tapis. Donc ils rigolent, Vladimir Poutine. Et la présence française en Roumanie est plus symbolique. Mais oui, donc Macron, il croit qu'il quoi au juste? Il croit qu'il impressionne Poutine? Non. Poutine rigole. Et quand on dit Poutine, c'est pas seulement Poutine, hein, c'est toute la hiérarchie, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes on va pas sortir indemne de l'Europe de ce conflit. C'est que les Russes ont compris que l'Occident, du moins les États-Unis et leurs domestiques européens de l'Ouest, sont devenus les haïssent. Il y a une haine qui a été instaurée par les Européens vis-à-vis de la Russie, parce que quand vous êtes russe, vous vous apercevez qu'on les agonie d'injures sur ce qui se passe en Ukraine, mais que pendant 8 ans, personne n'a moufté sur le fait que les Ukrainiens bombardaient les populations civiles du Donbass. Et d'ailleurs, ça continue. Donc le premier péché de Macron, c'est de prendre les gens les autres pour des imbéciles. Et il croit qu'il peut jouer le en même temps. Et donc en allant voir, il n'y est pas allé encore, mais en parlant au téléphone avec Poutine et avec Zelensky, il se croit plus malin que tout le monde, alors qu'il n'a même pas les moyens de ses ambitions. Donc il est ridicule. Et ce que je voudrais dire aussi, puisque vous me parlez j'ai fait une vidéo, en effet, vous avez la gentillesse de le souligner,
qui se trouve sur notre chaîne UPR TV sur YouTube, qui a beaucoup de vues d'ailleurs. Et j'ai fait une vidéo où je parle spécifiquement effectivement du fait que les États-Unis passent leur temps à donner des leçons de morale à la planète entière, mais eux ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Et j'ai parlé notamment de la Cour pénale internationale. Alors, vous me permettrez d'ailleurs de faire une remarque à ce propos. Je fais des vidéos qui font 30-35 minutes, qui sont considérées sur la scène politique comme tout à fait hors normes, parce que je vais, comme le conseillait d'ailleurs De Gaulle, je vais au fond des choses. Je traite des sujets du point de vue technique. Les conférences de presse de De Gaulle, et c'était quelque chose, c'est-à-dire qu'il allait au fond des choses, c'était pas de la communication. Dans cette vidéo que j'ai eu un peu, bon, j'ai essayé de le faire quand même grand public, mais j'ai parlé des sujets juridiques, de comment dirais-je, de la mise en œuvre du statut de Rome, de la CPI, comment on signe puis on ratifie un traité, quels sont les pays qui n'ont pas ratifié, etc. C'est un sujet un peu technique. Bon. Au bout d'un jour et demi, on en est quasiment à 200 000 vues. Ça veut dire quand même qu'il y a une appétence d'un certain nombre de Français et aussi de non-Français. Je vois que j'ai beaucoup de succès chez des universitaires ou des étudiants en Belgique, en Suisse, au Canada et dans le monde francophone, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Ouagadougou, au Burkina, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Donc il y a beaucoup de gens qui suivent ce que je dis. Il y a de l'intérêt pour ça. Et la meilleure façon de rétablir la République, ce serait déjà d'aller au fond des choses. Et ça pose un problème, que je vais dire tel que je le pense, c'est que nous sommes dirigés par des incompétents. Parce que je suis désolé, on a fait de Macron quelqu'un qui aurait, paraît-il, une intelligence hors norme, ça n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est assez, je le connais un petit peu de l'inspection des finances, c'est quelqu'un qui est un charmeur, c'est un séducteur. Il a fait d'ailleurs des bourdes depuis 5 ans qui sont énormes. Quant aux personnes qui sont autour de lui, excusez-moi, mais voilà, je ne voudrais pas citer des noms de ministres, mais par exemple en matière économique et financière, quand on nous a dit qu'on allait mettre la Russie à genoux alors que c'est l'inverse qui se produit, nous avons des gens qui ne sont pas compétents. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que il faudrait que les Français, au moment où ils votent, se posent la question de savoir est-ce que je vote pour quelqu'un qui est compétent ou simplement pour un beau parleur ou une belle parleuse et que l'on me présente à la télévision comme étant quelqu'un de formidable. Quand vous dites qu'Emmanuel Macron a raté l'occasion de porter une voix de la France non alignée, équilibrée, et qui est la vocation historique de la France sur la scène diplomatique, dans le grand jeu international, vous, concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait en quelques mots C'est très clair. Si j'avais été à sa place, d'abord, je ne me serais absolument pas engagé dans des mesures de rétorsion. D'abord, ça fait belle lurette que j'aurais arrêté les sanctions sur la Russie vis-à-vis de la Crimée. Bon, on va pas y parler ici de la Crimée. La Crimée, c'est un territoire qui a été conquis par l'Empire ottoman à partir du 15e, 16e siècle. Tout le pourtour de la mer Noire était ottomane et musulmane, était absolument pas ukrainienne. Et c'est la poussée vers le sud au XVIIIe siècle de la Russie, c'est la Grande Catherine qui a mis la main sur la Crimée. Et donc c'est une terre qui, s'il y avait quelqu'un qui pouvait revendiquer la Crimée et le sud de l'Ukraine, historiquement, c'est plus la Turquie. Bon, sauf qu'il n'y a plus d'Empire ottoman. Après, c'est la Russie, parce que depuis 1654, le traité de Péréoslav, toute la partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, qui est à l'est de la rivière du Don, a été rattaché à la Russie par ce traité. C'était la Rousse de Kiev, comme on dit, comme il y avait la Rousse de Moscou, etc. C'est ce qui a d'ailleurs fait de l'empereur le tsar de toutes les Russies. C'est à partir de cette période-là. Donc, moi, je pars de l'histoire. Et je me serais dit, il faut arrêter la Crimée. Jamais la Russie ne lâchera la Crimée. Elle n'a été ukrainienne que de façon tout à fait accessoire, parce qu'en 1954, Khrouchtchev avait décidé. Donc déjà, j'arrêterai les sanctions sur la Crimée. Deuxièmement, j'aurais pas fait de sanctions sur l'Ukraine. J'aurais au contraire demandé, d'abord j'aurais fait respecter depuis 2014 les accords de Minsk. La France a failli considérablement avec l'Allemagne. C'est-à-dire que quand vous êtes partie prenante à un traité dont vous êtes le garant, dès les premiers tirs des armées ukrainiennes sur le Donbass, je serais intervenu. J'aurais saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aurais suggéré à la Russie de saisir la Cour internationale de justice conjointement sur ce qui se passait. Moi, j'aime bien le droit international. Voilà donc j'aurais pas fait ça au dernier moment.
Et puis aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je refuserais toutes les sanctions. Je pense qu'en faisant ça, d'abord on aurait de bonnes relations avec la Russie. Alors certains vont dire oulala, mais c'est un monstre. Non, c'est pas un monstre. Écoutez, ça va. Dans le monde entier, on a des quantités de dirigeants qui sont bien pires que Vladimir Poutine et avec qui on fait des risettes. Est-ce que vous voulez qu'on parle par exemple de Mohamed Ben Salman qui fait et de la façon dont il a fait couper en morceaux un de ses opposants, etc. Donc qui est à la tête de l'Arabie Saoudite, en fait, qui est l'héritier. Il y a des quantités d'autocrates, de dictateurs avec lesquels on est en relation. Moi, j'estime que la France doit entretenir de bonnes relations avec la Russie, comme avec la Chine, comme avec l'Inde, comme avec le Brésil, pour avoir un équilibre des nations. Et je peux vous dire que si on avait fait ça, on serait en ce moment non seulement en capacité de parler avec la Russie, mais on aurait avec nous des quantités de pays du monde, notamment tous ces pays qui me sont chers, qui sont les pays de la francophonie avec lesquels je souhaite un partenariat renouvelé. J'aimerais bien que les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais aussi tous les pays d'Afrique francophone, retrouvent une France qui soit le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Et qu'on arrête aussi d'aller faire de l'ingérence au Mali ou en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où. Il faut avoir un partenariat renouvelé avec ces pays d'Afrique qui d'ailleurs, avec lesquels nous avons des liens historiques, familiaux, culturels, phénoménaux, qui sont ceux qui vont sauver la langue française au XXIe siècle. C'est grâce à eux que la langue française se développe à toute allure dans le monde. C'est pas avec nous, puisque nous, on est béats devant les Américains. Et ce sont des pays dans lesquels il y a également des matières premières tout à fait considérables. Et ce sont des pays avec lesquels, si on avait un partenariat équilibré, on pourrait peser sur la scène diplomatique mondiale. Je peux vous dire que la France et le monde francophone seraient d'ailleurs en phase avec l'Inde, avec l'Amérique du Sud, etc., sur cette affaire russe, et pourraient demander à Poutine de ne pas exagérer non plus. Parce que je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir quelqu'un, ils ont besoin d'avoir le sentiment qu'ils sont soutenus, mais par un soutien vigilant et exigeant. J'ai dit à plusieurs reprises, depuis maintenant plusieurs mois, j'ai dit qu'il faut quand même se rendre compte que ce que ça veut dire, quand on est russe, que de voir les États-Unis s'installer à la frontière de la Russie avec Kiev. J'avais pris comme exemple l'affaire des missiles de Cuba lorsque la Russie s'était installée. J'avais dit aussi que si j'étais Poutine, moi, j'essaierais d'installer des bases militaires au Mexique, à 50 km au sud du Texas ou de l'Arizona, et voir comment réagiraient les Mexicains. Alors, j'ai vu hier, j'ai été exaucé, si j'ose dire, c'est que Poutine a eu la même idée, semble-t-il. Alors, il n'en met pas des bases, et puis le Mexique n'aurait sans doute pas accepté. Mais vous avez peut-être vu cette information assez délicieuse, c'est qu'il va y avoir des soldats russes qui vont aller s'installer au Nicaragua avec le régime de Daniel Ortega, qui leur ouvre la porte. Alors, j'ai vu dans Libération, alors je ne vous fais pas une explication sur ce que c'est que le journal Libération, qui est un journal ultra euro-atlantiste, etc. Enfin, c'est la presse mainstream par excellence. Libération a titré tout de suite en disant que c'était une provocation des Russes que d'aller s'installer au Nicaragua. Donc toujours le deux poids deux mesures que vous dénoncez. Donc il y a un deux poids deux mesures au départ, et je pense qu'un partenariat ferme, exigeant, de puissance à puissance, nous aurait valu aussi une grande renommée en Russie. Là, on est considéré comme étant devenus les larbins. Oui, on est sorti du jeu. Mais la réelle politique que vous réclamez, que vous auriez appliquée, implique aussi d'assumer le fait de laisser aux Russes le champ libre relativement, du moins, en Ukraine et des dégâts associés. Oui, vous avez bien expliqué tout ce que vous avez fait en amont de cette invasion ou de cette agression, peu importe comment on l'appelle, mais à partir du moment où elle existe, la politique que vous avez décrite suppose de sacrifier ou de ne pas soutenir des populations ukrainiennes qui, malgré tout, souffrent des Russes, de l'armée russe. Je ne dis pas le contraire, mais il y a une partie de la population ukrainienne, celle qui est russophone, qui souffre de l'armée ukrainienne. Et ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter cette affaire au plus vite. Bon. Actuellement, il se passe quoi ? Il se passe que les Occidentaux, les Américains, envoient des armes, dont j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs qu'une partie était détournée, envoient des armes au compte-gouttes à l'Ukraine. Et puis, excusez-moi de dire le mot, de lâcher le mot, je trouve ça absolument ignoble, absolument dégueulasse, parce que
ou bien on soutient, ou bien on soutient pas. Ouais. Et si on soutient l'Ukraine, il faudrait aller à leur donner des armements phénoménaux qui permettent de tirer sur la Russie, etc. Mais ça veut dire la Troisième Guerre mondiale. Oui, ça veut dire Bon, ça veut dire afficher une co-belligérance. Et puis ça veut dire ça veut dire la vraie Troisième Guerre mondiale. Ça peut se terminer parce que les Russes jamais ne lâcheront la Crimée, ne lâcheront le Donbass. Jamais. C'est comme si on disait que les Américains en 62, ils ont menacé la planète d'une explosion nucléaire généralisée si les Russes maintenaient leurs missiles à Cuba. Pour vous, l'entre-deux est hypocrite. Oui, parce que actuellement, ça fait marcher quoi? Vicieux même. C'est vicieux. C'est exactement ça. C'est très vicelard parce que ça fait marcher les marchands d'armes américains. Ça donne aux Ukrainiens suffisamment pour faire durer la guerre et donc les faire massacrer. Massacrer aussi les Russes, ne l'oublions pas, de l'autre côté, il y a aussi des soldats russes qui meurent, mais il y en a qui meurent dans tous les cas. Donc, le problème d'origine, c'est que les accords de Minsk n'ont pas été respectés par la partie ukrainienne. Maintenant que la partie ukrainienne se retrouve dans cette situation, il n'y aura pas d'autre solution que d'arriver à un accord de paix pour sauver ce qui peut l'être. Sauver ce qui peut l'être, ça veut dire, dans le meilleur des cas, à mon avis, ça veut dire, dans le meilleur des cas, que l'Ukraine doit donner à la Russie l'ensemble du Donbass jusqu'à la Transnistrie, qui est cette petite partie qui longe la Moldavie, qui est un régime resté très, très, très pro-russe, et puis la Crimée. Et le reste, de neutraliser l'Ukraine. De toute façon, ce sont les Russes qui sont maîtres du jeu, puisque eux, ils se battent pour la survie même de la Russie et de leur civilisation. Ce qui n'est pas le cas des Américains. Les Américains s'en foutent complètement. Les Américains, ils sont là, ils ont tenté un truc. Toute la faute essentielle, c'est la faute des Américains. Et donc, quand je dis qu'il faut arriver à la paix, je ne donne pas un satisfecit général à la Russie. J'étais d'ailleurs le premier à condamner l'intervention russe, parce que je pense qu'il aurait dû se pourvoir devant la CIJ, devant la Cour internationale de justice. Mais en revanche, eh bien, je considère que maintenir la situation actuelle, c'est faire tuer des Ukrainiens, des pauvres gens, dans les deux cas, pour rien. Parce qu'on sait comment, de toute façon, ça va se terminer. Dans le meilleur des cas, ça se terminera par le fait que l'Ukraine sera obligée de céder des parties qui, d'ailleurs, traditionnellement étaient russes, si on remonte à l'histoire du XVIIIe siècle. Voilà ce que je pense. Et ce que je sais aussi, c'est que la politique de Macron, elle est complètement erratique. Comment dirais-je, la presse internationale reproche à Olaf Scholz, le chancelier d'Allemagne, d'être mou, Olaf Scholz, comme Macron, comme Draghi en Italie, ils sont très embêtés parce que ils sont quand même pas totalement dénués d'intelligence. Bon, ils ont bien compris. Ils ont quand même bien compris que ça tourne vinaigre. Ils ont bien compris que les Russes, contrairement à ce que l'on a dit, grignotent jour après jour l'Ukraine, et que plus le temps passe, plus la Russie ne se satisfera pas d'un statu quo ante. C'est-à-dire que toutes les parties qui ont été conquises par la Russie, les Russes ne le rendront jamais. Ouais. Et si on continue, ils vont finir par avaler toute l'Ukraine. Donc, si on veut, la meilleure des choses serait d'arrêter au plus vite et de neutraliser l'Ukraine. À moins que, vous savez, l'histoire est faite parfois de surprises. La Pologne, d'un seul coup, qui voue hégémonie la Russie, finalement s'entendent avec la Russie pour se partager l'Ukraine, puisqu'il y a une partie de la droite polonaise qui n'a toujours pas oublié le Grand-Duché de Pologne-Lituanie et qui se verrait bien en train de ramasser une partie de l'ouest de l'Ukraine à son profit. Même la Hongrie pourrait prendre un petit morceau. Donc on est peut-être devant un dépeçage général de l'Ukraine. Ce qui, du point de vue historique, ne serait pas tout à fait scandaleux, puisque c'est un pays qui a été constitué de briques et de broc par Staline, avec des populations qui ne s'entendent pas et qui regardent vers l'ouest à l'ouest et qui regardent vers l'est à l'est. Donc voilà ce que je pense. En fait, Macron, je vais vous dire, je pense qu'il ne sait pas où il va. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il essaye de financer entre Biden, entre la Commission européenne, entre Poutine, entre Zelensky, entre les médias et les propriétaires des médias. Donc il finace. Quand un chef d'État finace, c'est pas un chef d'État. Pardonnez-moi de revenir sur le terrain politicien français, mais c'est un autre domaine où Emmanuel Macron semble ne pas savoir réellement où elle est, et où d'ailleurs En Marche, rebaptisé de Renaissance, finace, comme vous disiez, en appelant au cas par cas à voter à ne pas voter contre le Rassemblement national au deuxième tour des élections législatives, ou à voter contre en faisant barrage. Vous financez pas non plus, si je puis dire, en expliquant qu'il faut faire battre tous les candidats
candidat macroniste au second tour dimanche. Oui. Et pire que ça, vous appelez même les zémouristes, les électeurs du Rassemblement national à voter s'il le faut pour la NUP, ou la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, au risque de mépriser des décennies, des siècles d'histoire et de culture politique. Non, parce que je pense que, d'ailleurs, quand je dis ça, je dis l'inverse aussi. Je sais qu'il y a quelque chose d'il y a peu idéaliste dans ce que je dis, mais j'en reviens quand même au Conseil national de la résistance de 43-44, dont d'ailleurs un certain nombre de ces personnes se prévalent. Le Conseil national de la résistance en 43-44, il avait une priorité fondamentale: chasser les Allemands. Et il fallait donc que tous les Français, de quelque bord qu'ils soient, patriotes, se rassemblent. Or, des Français patriotes, il y en a un peu partout. Et donc, le Conseil national de la résistance en 43 mettait côte à côte des gens du Parti communiste français, Pierre Vimion, d'ailleurs, avait été l'un des principaux rédacteurs du CNR, mais il y avait également des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des patrons, des ouvriers, il y avait même des gens de la cagoule, c'est-à-dire l'extrême droite de l'époque. Bon. Ouais. Donc, il avait bien fallu avaler ça pour chasser les Allemands. Là, je pense, je l'ai dit avant la présidentielle, je l'ai dit entre les deux tours de la présidentielle, je l'ai dit avant les législatives, je le redis entre les deux tours des législatives, il faudrait qu'il y ait un accord entre la partie droite de l'électorat, le Front National, et la partie gauche, avec la NUPES, pour mettre de côté provisoirement leurs divergences, parce qu'ils ont 80% de leurs programmes qui sont identiques, pas 100% mais 80%, pour empêcher Macron d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On part au plus pressé. Macron, il a déjà l'Élysée. Le pire serait qu'il ait également une majorité à l'Assemblée nationale. S'il avait une majorité, s'il avait une minorité, on sait, je pense que ça peut très bien arriver d'ailleurs, mais il aura le soutien des Républicains, qui le fera monnayer quand même un petit peu. L'idéal serait que, ensemble, ex-LREM, ex-Renaissance, enfin c'est d'ailleurs bizarre de changer de nom comme ça sans arrêt. Macron, il a créé son En Marche il y a 5 ans. Après, ça s'appelle Renaissance. Après, ça s'appelle Ensemble avec UDI. Voilà, en 5 ans, on en est à trop troisième nom. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ensemble, c'est la majorité parlementaire. Oui, le groupe parlementaire. On verra si c'est majoritaire. Tout est dans le du marketing, tout ça, c'est dans l'emballage. Moi, j'ai créé l'UPR il y a 15 ans et demi, ça s'appelle toujours l'UPR. Oui. Bon. Et on est toujours sur le même programme et toujours les mêmes analyses. C'est à ça qu'on mesure quelque chose de sérieux. Et à ce propos, si vous me permettez, pardon, une petite taquinerie, mais l'UPR était absente des élections législatives. Vous-même, vous n'êtes pas présenté. On ne reviendra pas sur l'élection présidentielle. On en a longuement parlé la dernière fois. Vous n'avez pas pu être candidat. Est-ce que un rôle, vos analyses sont très suivies sur YouTube, en particulier sur votre chaîne UPR TV que vous mentionnez, mais est-ce qu'un rôle de témoignage d'analyste n'est pas un peu frustrant Bien sûr que c'est frustrant, mais j'aurais bien aimé que nous allions tous ensemble aux élections législatives, mais pour ça, il aurait fallu que je puisse être candidat au présidentiel et avoir un trésor de guerre. Je n'ai pas l'argent, je n'avais pas l'argent, d'ailleurs nous n'avons pas beaucoup d'argent. Vous savez qu'on a 0 € d'emprunt bancaire et que nous y tenons beaucoup. On n'avait pas beaucoup d'argent pour envoyer des gens aux élections législatives. Et par ailleurs, regardez ce qui s'est passé pour la mouvance dite souverainiste, etc. C'est un désastre. C'est-à-dire que ils n'ont pas accès, comme je n'avais pas accès, ils n'ont pas accès aux médias. C'est pour ça qu'actuellement, je pense, je ne l'ai pas dit que nous n'allons plus nous présenter aux élections, je compte au contraire nous mobiliser avec beaucoup d'avance sur les élections européennes. Mais moi, j'ai d'abord et avant tout besoin d'augmenter la notoriété de notre mouvement et des analyses. On a effectivement, vous avez la gentillesse de le souligner, qu'on fait des vidéos qui font plusieurs centaines de milliers de vues, parfois 500 000, 600 000, on en a même qui a dépassé 1,2 million, 1,3 million, même une qui tangente 2 millions de vues. Mais ça n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, et il n'y en a pas assez. Donc, pour l'instant, nous mettons le paquet sur le développement de nos analyses et la notoriété. Se présenter pour avoir ensuite un score minable, et après les gens disent, vous voyez, parce que j'en ai eu comme ça, des gens qui disent, oh, vous voyez, vous n'intéressez pas personne, c'est pas qu'on n'intéresse personne, c'est qu'on n'a pas les médias. Comment voulez-vous que les Français votent pour des gens qui ne connaissent pas? Moi, je vais vous dire, quand je me promène dans Paris, je suis très souvent abordé par des gens, toujours très gentils, continués, etc. Ce sont notamment des jeunes qui sont notamment sur Internet. Mais quand je suis au fin fond de ma campagne, dans la Nièvre, je me balade, personne ne me reconnaît, parce que les gens là-bas, ils regardent TF1, c'est tout. Donc, ils m'ont jamais vu. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas, dans ce genre de situation, faire des scores très, très, très importants. Il est là le problème.
De toute façon, Macron s'est ingénié à retirer les vrais débats. Il y a un débat je voulais en parler tout à l'heure, j'y reviens, un débat qui est dramatique sur l'euro. Bon, actuellement, tout est fait pour cacher ça aux Français. Mais la viabilité de l'euro est de nouveau remise en cause. Pourquoi ? Parce que les Allemands et les Néerlandais et les Luxembourgeois et les Finlandais ne veulent plus du quantitative easing de la BCE, parce que la BCE a acheté des monceaux, des milliards d'euros de dettes, notamment sur le marché secondaire, la Banque Centrale Européenne, sur le marché secondaire, des obligations notamment françaises, italiennes, etc., qui ont été émises pour financer nos déficits publics gigantesques. Les Allemands ont dit maintenant ça suffit. D'abord, c'est contraire à l'esprit des traités, même s'ils n'ont pas acheté de la dette directement, c'est seulement ils ont acheté sur le marché secondaire. Enfin, c'est quand même contraire à l'esprit des traités. Les Allemands n'en veulent plus. Bon, ils coupent le robinet du quoi qu'il en coûte. Voilà. Ça veut donc dire que qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les marchés financiers ? Vous avez les taux d'intérêt réclamés sur l'obligation assimilable du Trésor, l'OAT française à 10 ans, qui hier a bondi à 2,24%, ce qui, alors qu'il était à 1,92 la veille. Donc on est le taux d'intérêt réclamé par les marchés financiers pour refinancer la dette publique française est au plus haut niveau depuis 10 ans. Ça veut dire au passage que comme on était au début de l'année à 0,02 et qu'on est à 2,24, donc il y a plus de 220 points de base, comme disent les financiers, ça veut dire qu'à en croire ce qu'a dit François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, que je connais, qui est un homme intelligent et bien et droit et rigolo, il a mis en garde depuis des mois les pouvoirs publics, 100 points de base, 1% en plus, c'est au bout de 10 ans, c'est sur la durée que ça se mesure, parce que peut-être que ça va redescendre. Mais si ça durait comme ça, dans 10 ans, ça nous coûte chaque année, en intérêt, le coût du budget du ministère de la Défense. Et là, on n'en est pas à 100 points de base, on en est à 220. C'est-à-dire 2,2 fois le coût du budget du ministère de la Défense, qui est actuellement en train de nous tomber sur la tête. Ça va monter progressivement d'année en année jusque dans 10 ans, sauf si évidemment les taux redescendent. Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer. Et donc ça veut dire la relance, enfin le taux de croissance va retomber. Ça veut dire qu'on va aller vers du chômage. Évidemment une baisse du niveau de vie des Français. Ça tombe d'autant plus mal qu'il y a par ailleurs ces sanctions vis-à-vis de la Russie qui ne sont pas vis-à-vis de la Russie mais vis-à-vis des peuples d'Europe, parce que c'est eux qui trinquent. Les Russes, ça se porte très bien, merci pour eux. Ils vendent leurs hydrocarbures à d'autres, notamment à l'Inde, qui se porte très bien. Mais ce n'est pas la seule conséquence. Il y a une autre conséquence. C'est que les taux d'intérêt sont orientés de façon exponentielle vers le haut pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Italie, mais de façon différenciée. Ouais. L'Allemagne est à 1,96, je crois, non, 1,68. La France est à 2,24. Donc on a 61 points de base de plus que le taux allemand. Mais l'Italie, elle est à 4% et quelques, donc elle a, 220 points de base. Ça veut dire quoi ? La France risquera donc d'être soumise à des impératifs énormes, mais ça veut dire aussi que s'il y a ces distorsions qui apparaissent, c'est que les marchés financiers dans le monde entier... Pourquoi ? C'est une question que jamais Monsieur Le Maire, jamais Monsieur Macron, jamais Madame Borne ne sont sommés de s'expliquer devant les Français sur cette question. Pourquoi, alors que nous avons la même monnaie, pourquoi, et que normalement nous sommes solidaires, on nous a dit qu'il y avait un moment hamiltonien, solidarité des dettes, c'est pas vrai du tout. Pourquoi est-ce que les marchés financiers demandent 1,65% dans l'obligation à 10 ans du Bund allemand et demandent 4% à l'obligation italienne à 10 ans? C'est parce que les marchés financiers n'ont pas la même confiance entre leurs économies respectives. Oui, mais ils anticipent surtout qu'il va y avoir une explosion de l'euro et que dans 10 ans, si l'explosion de l'euro, dans un cas, ils seront remboursés en Deutschmark, dans l'autre cas, ils seront remboursés en lire italienne. Et donc, ils intègrent dans ce différentiel la prime de risque de change. Donc c'est le retour par la fenêtre des monnaies nationales qui sont pour l'instant virtuelles, mais qui existent dans l'esprit des spéculateurs et des financiers. Elles ne sont pas tout à fait virtuelles. Je sais que vous allez dire que l'euro est une monnaie... Nous avons toujours les monnaies nationales, simplement elles s'appellent de la même façon. Oui. Et il y a un PEG, un lien de 1 pour 1 entre les différentes... Mais il y a toujours des créances sur la Banque centrale de France, la Banque centrale d'Italie, la Banque centrale d'Allemagne. Ce que je veux dire, ce sont des sujets un petit peu techniques. Soit dit en passant, je suis absolument certain, et je ne veux pas me pousser du col,
Bon, mais moi, c'était quand même un peu mon métier, l'inspection générale des finances. Je suis absolument certain que 98% des dirigeants des autres partis politiques ne comprennent rien à ce dont nous parlons. Hein. C'est quand même gravissime. Oui. C'est les sujets les plus fondamentaux. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas s'y intéresser. En attendant, nous sommes partis de nouveau vers des menaces concernant la viabilité de l'euro. Donc ça veut dire quand même, voilà une monnaie qui a été posée sur les fonds baptismaux du traité de Maastricht en 1992, qui est apparue sur les marchés interbancaires en 1999, qui est dans les porte-monnaies des gens depuis 2002. Nous sommes 20 ans après ça, 30 ans après son idée. C'est 30 ans après et 20 ans après son existence concrète, son existence de nouveau est menacée. Ça veut donc dire que ce que je dis depuis 15 ans est vrai. Et que je le dirais contre vents et marées. Même s'il y a des gens qui m'expliquent en disant oui, mais les Français veulent passer mon devoir. En tout cas, c'est comme ça que je conçois ce que doit être un homme d'État. C'est pas quelqu'un qui est là pour faire plaisir aux gens, pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est quelqu'un qui est là pour dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune monnaie plurinationale dans l'histoire qui ait résisté. La vérité, c'est qu'il peut y avoir des accalmies, mais le problème revient. Et là, le problème est en train de revenir jusqu'au jour où tout explosera dans un feu d'artifice. Je suis désolé de jouer les Cassandres, mais vous savez que dans la tragédie grecque, Cassandre avait malheureusement raison. Et vous continuerez donc à dire la vérité, à dire votre vérité, quoi qu'il en coûte. C'est pas ma vérité. Je pense, si ce que je disais n'était pas vrai, d'abord je serais interrogé rapidement, souvent à la télévision française, avec des gens qui me brocarderaient. Je ne suis invité nulle part. Pourquoi ? Comme me l'avait dit un journaliste célèbre il y a plusieurs années, parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Moi, je vois sur sur Twitter, on a beaucoup, tous vos collègues de tous les médias mainstream qui viennent regarder ce que je dis. Oui, ils n'invitent jamais, mais ils savent très bien. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, on ne me traite plus du tout de complotiste, de conspirationniste. On ne parle plus de moi. On fait un silence absolu. La réalité, elle finira par s'imposer, quoi qu'il arrive, aussi bien sur l'affaire russe que sur l'affaire de l'euro, que sur l'affaire de l'Union européenne, que sur l'affaire industrielle, que sur l'affaire, dans tous les domaines. La réalité finira par s'imposer. Et Macron restera, je pense, on ne sera pas là pour le voir, mais dans 150 ou 200 ans, les historiens montreront que c'était une période de l'histoire où la France était dirigée un peu comme on parle des rois fainéants sous les Mérovingiens. Eh bien, on a largement débordé de l'horaire prévu, mais c'était passionnant. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir relevé le défi de la vérité. Justement, c'est le nom de l'émission. On vous réinvitera pour suivre la traduction concrète de vos analyses dans les mois qui viennent. Espérons que Cassandre sera démentie ou entendue. Merci pour votre invitation. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la relayer, à la commenter, à la partager. À bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.